Bonjour Foucault, est-ce que tu pourrais commencer par présenter ton parcours? Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Je m'appelle Foucault Delannoy, j'ai 47 ans, marié, 3 enfants, originaire du nord de la France. J'ai travaillé d'abord une douzaine d'années dans l'univers des médias, dans la transition digitale d'un gros groupe de presse qui fêtait ses 100 ans. Donc passionnant de voir comment une industrie aussi florissante passait et transitait au digital. Pendant cette période, j'étais en contact avec de nombreuses startups qui se montaient et j'ai été amené à participer à une dizaine de créations, de préparations d'entreprises pendant toute cette période. J'ai eu envie d'en faire mon métier. C'est pour ça qu'à la fin des années 2000, j'ai créé un fonds d'investissement que j'ai dirigé pendant 6 ans. Ce fonds d'investissement avait pour vocation à détecter des pépites qui aidaient les grands groupes à transiter vers le digital. Après avoir bien connu le monde de l'entreprise et des business models, non seulement en entreprise, mais aussi dans le fond, je voyais de plus en plus que les fondamentaux n'étaient pas forcément des critères indicateurs de croissance, de taille de marché, de business model, mais que l'essentiel de la réussite se focusait sur les équipes. Donc, je crée aujourd'hui un cabinet de conseil qui date depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle Human Boost Company, et dont la mission est d'aider les équipes d'associés dans des phases d'accélération. Donc, phase de croissance, phase de décroissance parfois, de pivot, de levée de fonds, d'acquisition, d'exit. Pendant toute cette période, les associés dont on va parler sont pour moi la clé de réussite non seulement de la stratégie d'entreprise, mais aussi de la réussite de l'organisation, des équipes, de la culture d'entreprise, qui sont les éléments fondamentaux pour moi de réussite d'une entreprise. Alors, tu as dû travailler avec beaucoup d'équipes qui cherchaient à se composer. Alors, déjà, est-ce que tu as pu, avec le temps, voir des compositions d'équipes qui fonctionnent mieux que d'autres? On a l'habitude de parler un peu peut-être de Dream Team, où on a un profil commercial, un profil ingénieur, cette association entre les deux. Est-ce que tu vois en fait, des exemples où ce n'est pas forcément la meilleure équipe? On a des équipes d'ingénieurs, des équipes de commerciaux qui fonctionnent très bien en tant que premiers associés. Alors, eh bien, plus je deviens expert dans ces associations, eh bien, non plus je peux dire qu'il n'y a pas de Dream Team. Et que justement, le fait de chercher soit une complémentarité par métier, par âge, par tranche d'âge, par secteur d'activité, c'est parfois un leurre et parfois un gage de non-réussite d'association. Dans le fonds d'investissement dans lequel j'étais, on cherchait à mettre les gens dans des cases et à se dire, bah, tiens, quelle est la Dream Team? Et de chercher quels sont les composants essentiels d'une Dream Team. Alors, on connaît tous très bien des critères essentiels d'être compétent sur son marché, d'être plutôt intelligent, mais ça, j'ai rarement vu des gens qui n'étaient pas intelligents, et pourtant, ce n'est pas forcément un gage de réussite. Des critères de connaissance du marché, d'expérience. Et en fait, le plus important, c'était évidemment le leadership, l'écoute, savoir se remettre en question, se remettre en cause, mais aussi avancer, décider, écouter. Et tout ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil qui ne se détermine pas par des critères d'âge, d'expérience ou de diplôme. Et ça se détermine beaucoup plus par la connaissance des associés eux-mêmes, la façon de travailler sur son association et de la projeter dans le futur. Donc, il n'y a pas de Dream Team. Chaque élément est important, mais le but, c'est de bien s'associer et on va en reparler. Alors, tu parlais de non-réussite d'association. Du coup, les critères que l'on peut conseiller de rechercher auprès de nouveaux associés, peut-être de personnes que l'on ne connaît pas, et aussi dans le cas de personnes que l'on connaît. Ça peut être aussi difficile de sortir de l'étape copain quand on est associé, quand on rentre dans une relation peut-être un peu plus professionnelle. Est-ce que tu peux en parler? Oui, tout à fait, car je fais une petite parenthèse. Connaître nos associés, je vais y venir, c'est
c'est un facteur clé de succès de l'association. Pour autant, certains investisseurs n'aiment pas du tout quand la connaissance est un peu trop forte. Quand il s'agit de mari et femme, père et fils, meilleurs amis, best friend ever, ou des liens qui sont difficiles à appréhender. Et à nouveau, on ne peut pas dire, tiens, on ne peut pas miser sur mari et femme ou meilleurs copains. C'est un petit peu plus subtil. Mais en tout cas, ce n'est pas le principal gage de réussite. Dans une association, pour moi, avant de voir les principaux critères de réussite, j'ai envie de revenir sur la définition même de l'associé. Qu'est-ce qu'un associé? Qu'est-ce qu'un associé par rapport à un actionnaire? Qu'est-ce qu'un associé par rapport à un dirigeant? Malheureusement, on mélange toujours un petit peu ces fonctions et ce n'est pas parce que j'ai mis 100 000 euros dans une entreprise, c'est juste un copain qui m'a demandé de mettre l'argent. Alors bon, ça n'arrive pas comme ça, mais je mets l'argent, j'ai des actions, ça ne fait pas de moi un associé. Ça, c'est un actionnaire. Pour moi, un associé, si je dois simplifier la définition dans ce qui nous importe, c'est une entreprise qui a entre 0 et 3 ans d'existence. Un associé, c'est quelqu'un qui a à peu près plus que 15 à 20%, donc entre 15 et 80%, et qui a une fonction opérationnelle importante dans l'entreprise. Donc, sinon, on appelle ça un actionnaire, un mentor, un key people, un salarié qui sera incentivé. Mais la notion d'associé, c'est quelqu'un qui a 15-20% et minimum et qui est opérationnel dans la société. Donc, quels sont ces 3 facteurs clés de succès de l'association? La première, c'est d'être en phase. Être en phase, alors être en phase, c'est facile à dire, mais je parle surtout du business model. Être en phase sur le produit, le service que l'on veut vendre, la façon dont il va être fait, quelle typologie de clients on va adresser, comment, tout ça, le pricing, est-ce que c'est du B2B, B2C, etc. Et la manière dont on va le faire. La manière au niveau process, quelle est notre chaîne de valeur, comment on va s'organiser pour faire tout ça. Donc ça, c'est un petit peu la base. On n'a pas encore mis de subtilité là-dedans, mais lorsqu'on s'associe, est-ce qu'on est déjà d'accord pour faire tout ça? La deuxième chose, tu en parlais Tanguy tout à l'heure, c'est la connaissance de la personne. La connaissance de la personne qui, pour moi, n'est pas une question de temps. On peut, je l'ai dit, connaître une personne depuis des années et des années, un super copain, un cousin, un beau-frère, un oncle, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on connaît cette personne dans le mode d'association. Donc, ça vaut le coup pendant toute cette phase où on se jauge, où on prépare l'association, d'apprendre à se connaître. Il y a des moments et on passe des soirées, des heures et des week-ends à discuter du business model, du produit, du pricing. On est excité on a envie d'aller sur le terrain, de vendre. On est excité par l'entreprise et ce qu'on peut en faire. Eh bien, j'ai envie de dire, lorsque toute cette phase de préparation et même par la suite, parce qu'on va voir comment intégrer un associé lorsque l'entreprise est déjà en place, eh bien, il faut se dégager du temps pour se connaître. Pour se connaître intimement, pas dans tous les petits détails, mais connaître la personne plus que son pédigré ou son parcours. Il suffit d'aller voir LinkedIn, on a déjà plein d'informations. Je dis souvent, une entreprise, c'est une histoire et des hommes à la bonne place, au bon moment, sur les bons sujets. Mais c'est une histoire et des hommes. Et donc, une entreprise est faite d'hommes qui ont une histoire. Donc, j'engage les personnes qui discutent avec leurs associés à aller connaître l'histoire de leurs associés. C'est important de savoir dans quel contexte on a grandi, dans quel contexte on a évolué. Est-ce qu'on a pris des claques? Comment on s'en est sorti? Les personnes qui m'ont marqué dans la vie, est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est un maître de stage? Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un copain? Est-ce que c'est une personne emblématique dans le monde de l'entreprise ou une culture d'entreprise? Tout ça, ça en dit long sur ma personne. On peut s'attacher aussi à des moments de vie.
des verbatims, mes origines. Est-ce que j'ai eu 15 000 frères et sœurs et j'ai dû me débrouiller tout seul? Ou est-ce que j'étais enfant unique? Est-ce que j'ai bougé dans mon enfance toute ma vie? Ou est-ce que j'ai fait toute ma vie dans un certain moment? Eh bien, tout ça va en dire plus long sur moi, qui je suis et mon rapport au temps, aux autres, à l'argent, à la réussite, au succès, au pouvoir, etc., etc. Et donc, quand l'équipe se constitue, bien évidemment, on parle des produits et des services que l'on va vendre, mais on parle aussi de notre future association. Comment on va fonctionner? Et là, on crée les bases de la gouvernance. La gouvernance, c'est tout ce qui régit les interactions entre les personnes de l'entreprise et avec au cœur, bien évidemment, les associés. Donc, travail du produit, du service, de la stratégie, de la vision, c'est bien, mais comment nous associer à 2, à 3, à 4, comment on va s'organiser? Si on est 3 sur les 5 à vouloir absolument diriger, c'est un droit fondamental. On a le droit de vouloir entreprendre dans la vie et se dire, tiens, moi j'ai envie d'être vraiment d'animer, de diriger cette entreprise. Si on est 3 à vouloir diriger cette entreprise, on a un vrai sujet. Donc, c'est quand même bien de savoir ce qui se passe et comment on va faire ça. Sur le mot diriger, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la notion d'associé. Je prends un exemple où une équipe d'associés, donc 2 ou 3 personnes, s'organise pour mieux fonctionner avec une personne qui va prendre un petit peu le lead sur cette boîte, qui va devenir general manager. C'est plus précis que CEO. CEO, on ne sait pas trop ce que c'est, ou président, etc. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est préférable dans une organisation si une personne a un certain leadership pour couvrir l'intégralité des sujets. C'est important à ce moment de dire aux 2 autres personnes, aux 2 autres associés, qui ne seront pas general managers, qu'ils vont se responsabiliser sur des fonctions opérationnelles. Tiens, tu vas être CTO, tu vas être responsable du produit, tu vas être responsable du sales, et c'est une fonction très emblématique et très particulière. Tu vas exercer cette fonction 80 ou 90% de ton temps, mais ce n'est pas pour ça que tu vas te faire déposséder de cette partie d'associés de l'entreprise. On verra tout à l'heure comment faire perdurer l'association. Eh bien, c'est notamment en se donnant des rendez-vous. Des rendez-vous qui vont permettre de façon régulière de se parler en tant qu'associé. Et donc, par exemple, 1 ou 2 fois par mois, lors d'un déjeuner, d'une soirée, d'un week-end, on a cet espace où on est en tant qu'associé et on discute de sujets d'associés. Est-ce qu'on va revendre la boîte? Est-ce qu'on va faire une levée de fonds? Est-ce qu'on va recruter un key people à plus de 150K? Est-ce qu'on va décider d'aller en B2B dans un autre pays? Ça, ce sont des décisions majeures qui regardent les associés. Le reste du temps, chacun est dans l'entreprise à sa fonction. Je rappelle, une entreprise, c'est une histoire et des hommes à la bonne place, au bon moment et sur les bons sujets. Au bon moment parce que au début, on peut être 2 DG, on co-dirige l'entreprise et puis au bout de 10, 20, 30 personnes, c'est préférable qu'une personne prenne le leadership et que cette personne s'occupe beaucoup mieux de tout ce qui est partie vente, marketing, commercial et laissera de la place aux dirigeants de prendre son état de DG. La troisième partie de succès pour les associés, j'en ai parlé un petit peu, c'est de savoir travailler ensemble. Tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'il y a une dream team? Non, ce n'est pas sur les compétences, mais savoir travailler ensemble, c'est savoir s'écouter, savoir se faire confiance, se répartir les responsabilités, savoir qui dirige, qui décide, qui tranche. Je l'ai dit, c'est les bases de la gouvernance. Eh bien, c'est en apprenant à travailler ensemble qu'on voit si tout ça, ça passe. Bien sûr, je peux te dire, Tanguy, toi, tu as une belle expérience sur tel sujet, donc techniquement ou commercialement, je vais t'écouter, je vais te faire confiance. Et moi aussi, sur mes sujets, tu vas me faire confiance. Mais c'est plus dans la subtilité, dans la façon dont on a envie de conduire l'entreprise, comment on a envie d'échanger. Lorsqu'on est dans un comité de direction, dans une réunion d'associés, avec un client, de savoir, effectivement, est-ce qu'on est en phase
sur la façon de travailler, sur le travail des valeurs. Est-ce qu'on a envie d'accélérer très, très vite? Est-ce qu'on a envie de payer les gens très bas pour se faire des gros salaires, ou alors de réinjecter les bénéfices pour les salariés? Donc, tout ce qui tourne autour de la culture d'entreprise, c'est le travail ensemble. Tu parlais à l'instant de la culture d'entreprise, mais juste avant ça, tu parlais de est-ce qu'on a envie de lever des fonds, est-ce qu'on a envie de recruter. En fait, c'est un alignement sur la vision. Et ça doit arriver bien souvent qu'avec le temps, la vision des différents associés ne soit plus la même. Peut-être que certains ont une ambition plus importante que d'autres, peut-être que certains veulent aller, par exemple, sur du B2B, alors que d'autres veulent se concentrer sur du B2C. Comment est-ce qu'on peut aider une équipe à être alignée sur sa vision? C'est ce que tu soulignes est vraiment très important. On passe beaucoup de temps sur le produit, le service, l'accès au marché. On rêve d'une levée de fonds ou de plusieurs levées de fonds. Et puis, à un moment, on s'est dit, bah, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? On a levé 3 fois des fonds, on s'est dilué complètement, on a oublié de mettre des plans de relution, on n'avait pas forcément bien utilisé l'argent, donc on n'a pas créé suffisamment de valeur entre chaque levée de fonds. Donc, bah, on se trouve dans une position délicate. Et puis, on voit des entreprises qui ne fonctionnent pas tout à fait, qui cherchent leur business model et qui ont déjà plus d'argent, c'est difficile. Et je vois aussi des entreprises qui marchent bien, mais qui se disent bah, comment on fait? Est-ce qu'on accélère? Et donc, c'est là où on vient sur des sujets d'alignement, l'alignement des associés. Eh bien, ça, c'est le travail qui se fait en continu. Si on passe un temps fou sur le produit, le service et le client, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, on va se retrouver au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, avec un produit et un accès au marché important, mais on aura oublié de regarder les différentes étapes. Alors que si on garde ces points de rendez-vous des associés, c'est là-dedans qu'on discute de la stratégie. Et tandis, si tu discutes tous les 15 jours, tous les mois, de qu'est-ce qu'on veut faire de cette boîte, sans remettre en branle et en question toutes les discussions sans arrêt, mais si à chaque fois on se dit, tiens, est-ce qu'on lève des fonds ou pas, est-ce qu'on va sur un marché ou pas, et que la discussion est challengée mois après mois, on a plus de chances d'être en phase parce qu'on s'écoute sur le fil du temps. Si on n'est pas tout à fait d'accord, bah, on dédie un peu plus de temps à ça. Parfois, j'ai dit, écoutez les gars, vous êtes cramés, vous avez du travail jusque-là, c'est pile poil le moment pour se mettre au vert. Donc, on croit toujours que bah non, on est sous l'eau, on ne peut pas se mettre au vert. Bah si, c'est dans ce moment-là où il faut poser les PC et les portables et on se met 2 jours au vert et on se dit, OK, on a 2 jours pour se réaligner, en tout cas autant que faire se peut, sur ce qu'on veut faire, sur la vision, sur la façon de le faire. Un autre élément qui est important pour s'aider comme ça en fil conducteur tout au long de la vie de l'entreprise pour rester aligné, c'est l'advisory board. À partir du moment où on décide de s'associer, même 1 an ou 6 mois avant le dépôt du cabis, c'est déjà une gouvernance. Est-ce que je m'associe à 1, à 2, à 3? Comment je vais le faire? Est-ce que je m'associe à 2 en 50-50 ou alors en 80-20, en 60-40? Tout ça, c'est des sujets. Après, l'entreprise démarre et on recrute des key people. Moi, je vous invite très vite à créer un advisory board. Un advisory board, je pourrais donner aussi la définition tout à l'heure, ce n'est pas un regroupement des actionnaires. Les actionnaires, on les regroupe dans une assemblée générale. Et parfois, des gens sont actionnaires d'une entreprise, ont mis de l'argent et on se dit, tiens, lui, là, il a mis 1 million d'euros chez moi, bah, il a une place à mon board. Bah, oui, non, il ne connaît pas ton métier, il est retraité depuis 10-20 ans, donc le digital et le métier de disruption que tu fais, il est un petit peu loin. Et puis, surtout, il n'a pas le temps, il n'a pas envie. Donc, cet actionnaire n'a rien à faire dans ton board. Donc, l'actionnaire, tu le tiens au courant, tu l'informes, tu lui dis ce que tu fais, ce que tu vas faire, et tu essaies de l'utiliser comme ambassadeur. Le board member, l'advisory board member, c'est quelqu'un qui soit actionnaire ou pas, qui va se regrouper dans un organe que l'on va réunir toutes les 6 à 8 semaines à cadence régulière pour discuter de tous ces sujets stratégiques. Dans un advisory board, il n'est pas question
de dérouler des présentations de 20 pages en disant voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Ça, c'est un tableau de bord, on envoie les infos. Non, l'advisory board vous aide à réfléchir. C'est un petit peu votre pendant, vous les 2, 3, 4 associés. Toutes les 6 semaines, vous avez en face de vous, à vos côtés, 5, 6 personnes, actionnaires ou non, je le redis, mais ce n'est pas le plus important, mais que vous aurez été chercher parce que lui, c'est un expert, parce que elle connaît des gens dans ce milieu, lui, il a déjà monté des boîtes, lui, il remonte bien le moral, lui, il challenge, etc. Donc, une bonne alchimie. Si vous avez que des saltimbanques ou que des gens qui vous font la tape sur l'épaule, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, il faut bien caster, choisir ces advisory board members et bien leur expliquer leur rôle. Et leur rôle, il est de vous challenger, de voir qu'effectivement, tiens, mais ça fait 2-3 mois que vous nous parlez de l'Espagne, vous voulez y aller ou pas? Et puis il y en a un qui va dire oui, oui, on veut y aller. Et puis il va percevoir que l'autre, eh ben, il baisse les yeux et il n'a pas tellement envie. Et le but, ce n'est pas de se confronter, mais tiens, qu'est-ce qui vous ferait y aller plus vite ou ne pas y aller? Et puis la réflexion continue et l'advisory board member un petit peu aguerri pourra dire bon, je vois que le sujet n'est pas très avancé. Est-ce qu'on peut en reparler dans 6 semaines? Vous venez nous présenter votre programme d'international, les plus, les moins, etc. Et comme ça, les associés travaillent ce sujet de levée de fonds, d'internationalisation, de diversification, et donc sont obligés de se remettre un petit peu au travail, de se réaligner là-dessus et de venir confronter, non pas à des actionnaires, mais à des gens bienveillants qui vont les challenger sur les associés. Tu parlais d'internationalisation, de levée de fonds, et peut-être un dernier point dont on peut parler au sujet de la vision. Je voudrais vraiment peut-être qu'on propose un outil, une méthode vraiment pragmatique. Par exemple, Elon Musk, CEO de Tesla et SpaceX, est connu pour l'écriture systématique de ce qu'il appelle le master plan, où il a un plan à 5 et 10 ans qui est toujours mis à jour, qui est toujours clair, et ça permet d'aligner la vision de ses associés et de ses collaborateurs. Est-ce qu'un exercice de ce type-là, où les associés prennent tous les X mois, par exemple, le temps de mettre à jour un document où ils projettent leur vision à 1 an, à 3 ans et peut-être leur rêve à 5 ans. Est-ce que quelque chose comme ça permet de maintenir une vision commune? Est-ce que c'est le genre d'exercice que toi tu pratiques ou que tu proposerais? C'est un excellent exercice. Je vois souvent des équipes qui sont le nez dans le guidon, qui sont sous l'eau, qui sont fatiguées, que l'entreprise cartonne ou soit en difficulté. C'est éprouvant. C'est éprouvant. Et prendre du recul dans ces moments-là, même dans des moments d'euphorie, surtout dans des moments d'euphorie, eh bien, on oublie de se lever la tête de l'eau. Donc, je parlais d'un organe qui est intéressant pour les associés de s'accompagner dans la durée, c'est l'advisory board. Maintenant, je peux conseiller aussi de se faire accompagner par des gens qui vont les transposer un petit peu dans une autre dimension. Moi, je les invite souvent à faire l'exercice à 5 ans. Je leur dis, vous êtes journaliste, Les Échos, par exemple, un très bon journal, c'était le média dans lequel j'ai travaillé 12 ans. Les Échos doit écrire un article sur votre entreprise et bien, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle dise? Cette entreprise, de la même manière que tu cites Elon Musk, on va parler de sa culture d'entreprise, de sa vision, de sa personnalité, de ses employés, de Zappos qui avait tout centralisé sur le service client, etc., etc. Donc, vous pouvez rêver, vous êtes entrepreneur. Donc, projetez cette entreprise à 5 ans. Parfois, c'est trop dur de savoir ce qui va nous arriver dans 3 mois ou dans 6 mois, de prendre des décisions. Donc, ce n'est pas grave. Vous êtes entrepreneur, vous avez la chance de rêver. Donc, écrivez, fantasmez ce que vous voulez de cette entreprise à 5 ans. Et donc, une fois que vous avez écrit ça, regardez un petit peu si c'est toujours aligné entre associés. Et si c'est aligné, eh bien, ça permet de faire un rétro-planning pour se réaligner. Et donc, ce qu'on définit à 5 ans, c'est la vision. Et le meilleur moyen d'arriver à cette vision, c'est de l'écrire. J'essaye aussi de les amener jusqu'à descendre cette vision sur une organisation. Tanguy, dessine-moi ton entreprise dans 5 ans. Waouh!
Attends, on était 9 l'année dernière, aujourd'hui on est 14. Dans 5 ans, qu'est-ce que j'en sais? C'est pas grave, tu n'en sais rien, mais imagine. Et on se met sur un bout de papier et on essaie de regarder est-ce qu'elle est internationale ou pas, est-ce qu'il y a des grandes masses qui évoluent, est-ce qu'il y a un mastodonte avec des techniciens et puis un tout petit rayon commercial marketing, ou alors vraiment le commercial prend toute sa donnée et puis la technique. Donc on essaie de projeter l'organisation qui colle avec cette stratégie. Et cette organisation, tiens, moi, Foucault, où est-ce que je me vois dedans? Est-ce que je me vois directeur technique? Ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit. Donc, je me mets dans le produit. Ça veut dire que j'ai 5 ans ou 3 ans pour amener quelqu'un à la bonne place parce que moi, j'ai la chance de pouvoir choisir l'endroit où je veux aller. Donc, une fois qu'on a défini sa vision, sa stratégie à 5 ans, on peut faire un reverse et revenir à celle à 3 ans. Ah, cette 3 ans, elle est déjà un petit peu plus concrète. Celle à 3 ans, c'est ce que vont nous demander des investisseurs. À 5 ans, c'est rare. Mais à 3 ans, si vous levez des fonds, votre projection doit être assez claire à 3 ans. Où est-ce qu'on sera très précisément à 3 ans? Et puis, de la stratégie à 3 ans, on revient à 2 ans et à 1 an. Donc, il y a 5 ans, 3 ans, 1 an. La stratégie à 3 ans, c'est ce qui fait comment on va utiliser le fonds, où est-ce qu'on va aller. Et puis, on revient à celle d'1 an. Là, c'est la stratégie très opérationnelle dans laquelle on va impliquer l'équipe People, sur laquelle on va les responsabiliser sur leur budget, leur plan d'action, parce que nous qui sommes à la tête, on ne peut pas s'occuper de tout, donc on les responsabilise. Donc, se faire accompagner de temps en temps, soit lors d'un séminaire, soit avec un garant qui de temps en temps vient vous faire prendre du recul, ça peut être un bon exemple pour travailler ces choses-là. Alors sur la vision, je pense qu'on est assez clair. Alors on peut revenir sur un sujet que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, c'est l'équilibre entre associés, l'équilibre relationnel. Alors tu disais que ce qui était très important, c'est de prendre des moments, trouver des discussions tous les 15 jours pour avoir un espace pour la discussion entre associés. Alors ça veut dire avoir une communication fluide et régulière. Est-ce que au-delà de ça, il y a d'autres éléments pour avoir une relation saine dans le temps avec ses associés? À part prendre du temps, et non, vraiment, le plus important, c'est la relation. Et je dirais que je reviendrai justement sur les erreurs qu'on peut faire au début, qui est de confondre les compétences, l'expertise, l'expérience, et de définir une personne comme associée alors qu'elle n'est pas associée. Lorsque vous commencez votre entreprise et qu'un camarade vous rejoint pour faire votre site ou votre techno, euh, pour moi, ça ne fait pas forcément de lui un associé. Quelqu'un qui fait votre site, très bien, c'est un technicien et qui va faire le site. Eh bien, vous pouvez le nommer webmaster ou au mieux CTO. Attention avec les titres, parce que quand il y a 200 personnes, est-ce que cette personne pourra être CTO? Ça, c'est un autre sujet. Mais ne pas confondre expertise, expérience et vraiment la façon dont on peut travailler ensemble. Le deuxième sujet, c'est de confondre effectivement le capital et la gouvernance. Le capital est le reflet de l'histoire. Les moments où on arrive dans le capital, la répartition, est-ce que je suis arrivé un petit peu avant? Est-ce que j'ai envie de prendre un leadership? Est-ce que j'ai apporté quelque chose dans l'entreprise? Mais surtout, le capital, c'est le reflet de l'implication pour la suite. Parfois, quelqu'un peut arriver dans l'entreprise, et bien tiens, on s'est mis à, moi je prends 40, 30, et puis 20 et 20. Et au moment de lancer l'entreprise, la troisième personne ne souhaite pas rentrer, eh bien il faut rebattre le capital. On ne peut pas rester associé à plus de 5 ou 10% dans une entreprise dans laquelle on ne rentre pas. Aujourd'hui, le capital ne vaut pas grand-chose. Demain, chaque point sera important. Donc, on écrit les choses à l'avance pour que cette personne, si elle a envie de rester, redescende à 3, 4, 5% maximum. La troisième chose, c'était vraiment de ne pas prendre soin de son association. Donc, j'ai donné des critères. Il faut se donner des rendez-vous. Et attention à ne pas s'associer trop vite sans se connaître et sans écrire les choses. On reparlera vraiment
de écrire les choses, comment on met en place pour écrire les choses, notamment quand on a un nouvel entrant. Parlons-en, puisque tu parlais à l'instant de rebattre le capital, peut-être de faire évoluer le capital en fonction de l'histoire de l'entreprise. Ça arrive quand même bien souvent que deux associés créent une entreprise, ils vont peut-être se répartir le capital 50-50 ou 60-40, et quelques mois plus tard, un troisième, peut-être un quatrième se présente. Ces personnes-là n'ont peut-être pas forcément beaucoup d'argent à investir, puisqu'ils sont souvent jeunes, fraîchement diplômés. Comment est-ce qu'on peut intégrer un nouvel associé alors que même la société a été créée? Alors, c'est toujours intéressant de faire entrer un associé. J'ai vu des boîtes où ils étaient déjà 3 associés et ils ont cherché un quatrième. Le plus important, c'est quand même quand on est tout seul, bien évidemment, ou à deux, de chercher un associé. Le principal, c'est de faire un état des lieux, de bien savoir ce que l'on cherche. C'est comme un recrutement, c'est un recrutement, de bien définir les compétences, l'expérience, les soft et les hard skills, le niveau de rémunération, les valeurs, et de définir tout ça comme dans une job description. Le deuxième point, c'est de le dire partout autour de soi, et de dire, voilà, on cherche des associés, on cherche des compétences, l'entreprise va bien, voilà ce qu'on fait, etc. Et il n'y a pas meilleur que le réseau qui nous connaît déjà un petit peu pour dire, tiens, je connais quelqu'un, là, il s'embête un petit peu dans son job, je pense que ça pourrait matcher avec vous. Ah, ça c'est important. On n'a pas dit, tiens, il est compétent dans tel domaine. Ça pourrait matcher avec votre équipe, il aime bien votre secteur, parlez-vous. Donc, le dire partout autour de soi. Apprendre à se connaître. Donc, apprendre à se connaître, c'est passer du temps ensemble. Que la personne soit en poste ou pas, on prend du temps ensemble, on boit un café, on passe une soirée, on apprend vraiment à se découvrir, pas seulement dans l'expérience, dans le CV, mais sur les choses de plus de l'histoire et de la personnalité des gens. Ensuite, se dire les choses assez vite. Se dire les choses assez vite, faut pas perdre de temps. Si on cherche un associé, on ne dit pas tiens Tanguy, on déjeune ensemble pour que tu t'associes, mais dans la discussion, je vais te dire un petit peu où j'en suis et que voilà, on est en train de passer une étape supérieure, qu'on cherche des key people dans l'entreprise, pourquoi pas des personnes que l'on pourrait associer à l'entreprise. Donc c'est une opportunité. Et c'est à l'autre personne aussi de dire, attends, moi je peux quitter mon job, mais je veux avoir du capital, ou alors non, j'ai pas envie d'avoir du capital, je peux venir sur une mission, etc. Donc vite se dire les choses sans s'engager à ce stade, mais voir si on est déjà en phase. J'ai vu beaucoup de gens passer du temps ensemble, c'est bien, et puis au bout de 6 mois, 1 an, se dire, ah mais attends, j'avais pas compris que en fait tu voulais pas me donner du capital, et toi j'avais pas compris que tu voulais en prendre, ou en tout cas, moi j'avais entendu 2 ou 5%, et toi tu me parles de 20%, et voilà. Et là, la messe est dite, merci, au revoir. Donc, le point suivant, c'est de travailler vite ensemble. Même quand la personne est en poste, commençons à travailler. C'est bien de parler, mais tiens, si tu peux nous aider, qu'est-ce que tu penses de ça? Réactionner ça. Si la personne est en poste, dire tiens, attends, là je suis en train de faire du boulot pour toi, il faut que tu me payes. C'est pas un mindset, un état d'esprit d'associé. Le futur associé, il sait qu'il dit tiens, moi je vais avoir 5, 10 ou 20% de l'entreprise. C'est la moindre des choses de donner un petit peu à cette entreprise dans laquelle je vais m'associer. Donc travailler ensemble, c'est le meilleur exemple de voir si ça match. Et puis tiens, Tanguy, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et Tanguy, tu fais un travail. Je te dis, attends, c'est pas tout à fait ça. Ah, attends, quand même, c'est moi l'expert. Ah, ok, effectivement, tu es un expert. Tu es même 10 fois meilleur que moi, mais la façon dont on commence à travailler ensemble alors qu'on n'a rien écrit, je le sens pas bien. Donc là, il vaut mieux se dire, ok, je vais garder Tanguy comme expert et contractualiser avec lui et le rémunérer, même très bien, et c'est une bonne chose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas m'associer avec cette personne parce que je vois que sur les petits exemples, on a déjà du mal à fonctionner ensemble. Tout à l'heure, je parlais de dire les choses. Et une fois qu'on avait validé qu'on pouvait travailler un petit peu ensemble,
j'invite à écrire vite les choses. À écrire vite les choses, ça ne veut pas forcément dire contractualiser. Mais écrire vite les choses en disant, eh bien, sur cette période, on se donne du temps pour travailler ensemble, à horizon de temps, tel engagement, et voilà ce que pourrait devenir notre association. Moi, Tanguy, je ne vais pas te donner 20% de ma boîte. Par contre, j'ai compris que toi, tu voulais, tu étais prêt à quitter ton job si tu avais entre 10 et 20% de la boîte. Eh bien, on peut écrire que sur une durée, j'aime bien toujours gradualiser, sur une durée, eh bien, tu peux arriver jusqu'à 10, 15%, 20% de la boîte. Après ce mode d'accession, eh bien, il y a une partie qui pourrait être en action gratuite. Bah écoute, Tanguy, si vraiment au bout d'un an, tu as fait du bon boulot et qu'on a été très loin ensemble, je m'engage à te rétrocéder 5% de la boîte. Il y a une partie payante. Tanguy, je te demande une implication. Ça tombe bien, tu as quelques économies, on en aura besoin. Eh bien, ça peut être intéressant que tu investisses dans la boîte 20 000, 50 000, plus, et de façon graduelle aussi, peut-être 20 000 au début, et puis après 30 000. Et cela te permet d'acheter une partie de ces actions. Et la troisième partie des actions, c'est des actions, souvent sous forme de BSPCE, que l'on acquiert au fil du temps. Donc, un bon équilibre pour Tanguy, toi qui rentres associé de notre entreprise, eh bien, c'est que sur 3 ans, tu es par exemple acquis 5% parce que tu as tout donné un an gratuitement, etc. Et ça couvre ta rémunération et tes succès. Une partie où toi, tu as engagé de l'argent et investi, ou alors ramener un investisseur qui va débloquer quelque chose, et une partie qui se gagne dans le temps. Dans le temps, parce qu'il existe un phénomène de vesting qui est important. J'ai vu des entrepreneurs qui disent, moi, donner 5 ou 10% à une personne, ça ne va pas. Si on se sépare, ça va. Pas de problème. Écrivez les choses. Écrivez, Tanguy, je te donne, contrepartie, je te donne ces 10%. En revanche, si tu n'es plus là dans un an, je les reprends. Si tu n'es plus là dans 2 ans, j'en reprends une partie. Si tu t'es désintéressé de l'affaire ou si tu es parti monter la boîte associée, là, c'est vraiment un conflit, eh bien, je te reprends tout. Donc, on écrit tout de la manière, en étant convaincu que ça va marcher, parce que c'est ça un métier d'entrepreneur, c'est un métier de conviction. Donc, si je pars pour m'associer avec toi, Tanguy, on écrit, on y va et on se dit qu'effectivement, dans 3 ans, tu auras X% de la boîte et on écrit. En revanche, on écrit aussi les choses, et c'est très, très important dès le début, on écrit les choses. Que se passe-t-il si on doit se séparer? Comment on détecte qu'on a un petit peu de mal à s'harmoniser? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on prend un coach, un médiateur? Est-ce qu'on fait un séminaire? Est-ce qu'on on écrit tout simplement comment on peut se séparer? Et donc, plus on écrit les choses, que ce soit dans le phénomène positif ou négatif, plus c'est libérateur d'avancer en tant qu'associé. Moi qui vais céder mon capital, je sais que la personne n'aura du capital que si ça se passe bien. Et si ça se passe mal, je le récupère, ou en tout cas une partie, ou si je veux en laisser, pas de problème. Hein. Tu as trouvé un autre travail, on avait écrit les conditions, on s'était dit que oui, c'est surtout pendant 2 ans que j'ai beaucoup besoin de toi. Après, tu as envie de faire autre chose. Eh bien, si tu m'accompagnes pendant ces 2 ans, eh bien, tu obtiens tant de pourcents. Par contre, si tu ne restes pas plus, tu rends une partie de ce capital. Une dernière chose, une dernière chose, c'est une fois que vous avez trouvé votre associé, que vous êtes d'accord sur tout ce que je viens de dire, bien évidemment, il faut prendre soin de soi, mais il y a toute cette phase d'onboarding qui est capitale. Vous connaissez enfin j'espère, l'importance de bien onboarder un key people, une personne, et bien pour un associé, c'est pareil.
Et ça passe par des heures et des heures de discussion. Est-ce que tu es bien dans ton poste? Est-ce que ça se passe bien? L'onboarding d'un associé, ça peut durer 6 mois et ne pas se dire, c'est pas parce qu'on a signé, ça y est, maintenant tu es autonome, vas-y. Non, non, il faut prendre encore plus soin de soi et c'est notamment par ce rendez-vous tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les mois pour cultiver cette relation d'associé. Décrire tous les éléments des meilleurs et des pires scénarios. Concrètement, sur quel document est-ce qu'on écrit ces choses-là? Et je comprends que les détails sont très importants dans cette discussion, de couvrir les bons cas et les moins bons cas. C'est quelque chose qui doit être difficile pour des entrepreneurs qui démarrent. Est-ce que c'est mieux qu'ils se fassent aider là-dessus? Et est-ce que c'est pas peut-être un peu difficile pour des personnes qui ne se connaissent pas très bien d'aborder ces sujets très ouvertement? Peut-être que ça peut nuire à la confiance au début. Donc 3 questions, c'est concrètement sur quoi on écrit. Est-ce qu'il faut les aider? Est-ce que ça peut avoir un impact psychologique, on va dire, néfaste? C'est un sujet éminemment sensible, l'association. Donc, c'est là où se passent les plus belles histoires ou alors les histoires les plus compliquées. Donc, oui, il faut écrire. Il faut écrire. euh, et le meilleur moyen de ne pas aller vers un procès où on va chercher vraiment les clauses qui vont dire bah, attends, tu as tant de pourcents, tu as eu le droit de faire ceci, cela, etc. Plus on a des écrits en amont, dès qu'on est d'accord, Tanguy, sur un mode de procédé, alors qu'on ne se connaît pas, bah, tiens, on va écrire par mail le contrat moral, parce qu'un mail, ok, ça a une valeur juridique, mais sur le fait que, bah, tiens, Tanguy, pendant ces 3 mois, on va se donner 3 rendez-vous par jour, par semaine, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Et durant ces 3 mois, il y aura une rémunération ou pas, où on se donne un temps. Donc, fixer les objectifs qu'on se donne pour ces 3 mois et y revenir. Bon, bah, 3 mois se sont passés. Bah, tiens, maintenant, on va refaire une petite période de 6 mois. Et c'est là où je dis, dans 6 mois, on peut écrire d'autres choses. Donc, voilà. Déjà, les écrits, ça fait du bien. Parce que quand moi, je vais te faire une proposition, pas une proposition d'embauche, je vais te dire, tiens, Tanguy, fort de notre discussion hier, voilà comment on peut travailler pendant ces 3 mois. Tu vas recevoir ça, tu vas dire, attends, là, je n'avais pas vu ça comme ça. Là, tel mot est important, mais je le voyais comme ça. Et quand je disais 3 fois par mois, non, c'est plutôt 3 fois par semaine. Et on ajuste. Une fois qu'on a un échange de mails, c'est beaucoup plus important. Enfin, c'est pratique pour la suite parce qu'on peut revenir à bah, attends, Tanguy, ok, mais ça, c'est ce qu'on s'était dit, tu t'étais engagé là-dessus, c'est quand même plus facile. La deuxième chose, c'est effectivement de prendre conseil autour de soi. Il ne s'agit pas d'aller dépenser des frais d'avocat en pagaille, mais de discuter le plus souvent avec des entrepreneurs pour savoir ceux qui s'y connaissent un petit peu en pacte d'associés. Vous savez que les statuts sont publics et en général, il n'y a pas grand-chose dedans. L'importance, les clauses, les règles de vie les plus importantes de la gouvernance se situent dans le pacte d'associés. Dès qu'on démarre, dès qu'on est 2 ou 3 et que les entreprises démarrent, c'est bien d'avoir un pacte. Même très léger, même avec quelques clauses, c'est bien d'écrire les choses. Même si ce n'est pas très bien écrit, c'est mieux d'aller le faire relire par un avocat. Mais même si ce n'est pas très bien écrit, au moins, si on a un accord des 3 sur ce document, ça facilite les choses. Donc, allez voir des entrepreneurs autour de vous et dire, tiens Tanguy, est-ce que tu m'accordes une demi-heure? Comment vous avez construit votre pacte d'associés? Quelles étaient les clauses intéressantes? Je sais que tu t'es séparé d'un associé. Comment ça s'est passé? Sur quoi vous êtes engueulé? Comment ça s'est réglé? Etc., etc. Et là, vous apprenez la notion de good liver, de bad liver, de droit de préemption, de droit de suite, et voilà ce qui s'est passé. Donc, vous maîtrisez un petit peu plus le vocabulaire juridique qui va réguler vos interactions. C'est la responsabilité de chacun des associés de se dire, tiens, va te renseigner, ce n'est pas juste moi qui vais écrire les clauses, et puis toi, tu signes derrière. Donc, c'est un engagement, une responsabilité. On est 3 associés, bah, tiens,
toi, tu appelles un avocat et un entrepreneur. Moi, je vais appeler 3 entrepreneurs, toi, 2 avocats ou des copains. Et puis, on va essayer de se familiariser avec ces différentes règles. Une fois qu'on est d'accord, on régularise. On peut à peu près tout prévoir. J'ai rarement vu de scénario qui n'était pas retranscriptible en droit dans un pacte. Alors parfois, c'est des clauses qui font des kilomètres et des kilomètres, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux payer un bon avocat, quelques milliers d'euros, qui va vraiment retranscrire de façon plus juridique, moins ambiguë, ce qu'on aurait pu se dire à l'oral ou à l'écrit, et qui formalise ça dans un document. Et j'ai oublié ta troisième question. La troisième question, pardon, c'était sur l'effet potentiellement néfaste psychologiquement, en fait, de mettre tout ça sur papier, de peut-être surformaliser les choses, peut-être notamment pour des jeunes, par exemple, qui démarrent peut-être plus en mode projet. Peut-être que tu as une suggestion sur le moment où c'est le mieux de faire ça. Tu parles de pacte d'associés. La plupart du temps, c'est quand on transforme une société en SAS, quand on fait une première levée de fonds, que l'on met en place un pacte. Est-ce que c'est trop tard, à ton avis? Est-ce que c'est le bon moment, puisque c'est à ce moment-là que les investisseurs vont de toute façon demander à mettre en place un pacte? C'est sensible, le timing sur le pacte d'associés. Moi, je trouve que c'est mieux s'il arrive dès le début. Aussi light soit-il, c'est bon. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des écrits, des mails. On va faire une réunion sur un lancement commercial. Ça me prendra 10 minutes de faire un compte-rendu et de dire voilà ce qui s'est dit, voilà ce qu'on décide, voilà les sujets, etc. Et puis, je renvoie ça aux 3 personnes de la réunion. Et puis, il y a une ou 2 personnes qui disent tiens, oui, attends, tu as oublié telle idée, etc. etc. Eh bien, dans l'association, c'est pareil. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures, mais de prendre conscience que sur ces sujets-là, on parle de gouvernance. On parle de gouvernance. Donc, dans le mail, il est marqué gouvernance et on écrit les choses. Donc, tout à l'heure, je prenais l'exemple de se dire, et ça, c'est très applicable aux boîtes qui démarrent, d'écrire les choses, une espèce de contrat moral pour 3 mois. Le suivant, c'est 6 mois. Le troisième, c'est 6 mois à 1 an. Et le fait de revenir sur des écrits comme ça, c'est très important. Donc, je vois assez peu d'inconvénients à écrire un pacte d'associés, ou en tout cas des formules comme ça. Et plus c'est écrit, plus c'est anticipé, mieux c'est. Voilà. J'ai vu de temps en temps des équipes qui ne faisaient que ça et qui faisaient des pactes de 3 tonnes avant même de se concentrer sur le business. Bah, c'est un peu de la perte de temps. Un dernier élément, c'est que si vous levez des fonds avec des BA, des business angels, des investisseurs privés, déjà, c'est des personnes qui seront un peu plus aguerries que vous sur ces clauses-là, qui auront investi, qui auront vécu telle ou telle histoire dans l'entreprise. Il n'y a rien de tel que le vécu et les histoires qui illustrent mieux une clause. Et qui seront à même à dire bah, tiens, Tanguy, tu viens chercher des fonds, bah, tiens, on va rajouter une petite clause. Et puis bah, là, de toute façon, elle paraît gentille comme ça, mais en fait, on ne mesure pas tout à fait la portée de cette clause. Donc, c'est bien de savoir un petit peu de quoi on parle. Et quand vous allez rencontrer un investisseur professionnel, il y aura aussi des clauses que vous ne maîtrisez pas trop et puis qui peuvent vous porter préjudice, mais il y aura aussi des clauses qui seront spécifiquement des clauses de protection de leur part. Donc, ce n'est pas en disant ah, c'est des grands méchants, ils ont mis ça, c'est des salauds, ils nous ont obligés à faire ça. Ah, ouais, mais c'était écrit, tu l'as lu, tu l'as décidé et tu as signé. Donc, autant se mettre d'accord en avant. Et plus on a travaillé ces sujets en amont, sans y passer un temps fou, plus on a travaillé ces sujets en amont, plus c'est des erreurs qu'on va éviter et ça nous permet d'être plus fort dans la discussion avec un investisseur privé ou institutionnel et de ne pas signer si cette clause ne nous convient pas. Je parle d'un bad liver. Regardez bien, c'est normal qu'il y ait un bad liver. Par contre, ce que l'on met dedans est très important.
peut y avoir un bad liver, sans détailler, où en gros, vous faites une connerie, vous êtes malhonnête, vous dégagez une main devant, une main derrière, c'est normal. Par contre, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui s'est passé et qu'il y a des éléments conjoncturels ou structurels qui arrivent et qui fait que ça ne va pas très bien. Ce n'est pas normal qu'on puisse vous dégager aussi facilement qu'en actionnant une clause alors que vous ne l'avez pas vu et puis que vous avez bossé 5 ans de votre vie. Donc, travaillez bien ces clauses en amont et écrivez-les. Je pense que ça a été très, très bénéfique pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors, est-ce que tu voudrais partager avec nous peut-être un dernier élément? Oui. Tout à l'heure, je parlais d'écrire un petit peu l'histoire qu'on voudrait faire ensemble. Quand je disais, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 mois, etc. J'ai oublié de préciser une chose. Tout à l'heure, j'ai commencé par une entreprise. C'est une histoire et des hommes à la bonne place, au bon moment, sur les bons sujets. C'est vraiment l'un des sujets majeurs de réussite ou d'échec d'une association. Donc, écrire, Tanguy, on va travailler ensemble pendant cette période, voilà ce qu'on va faire, etc. C'est une chose. J'ai oublié, de préciser que les rôles de chacun sont essentiels. Écrivez ce que vous faites. Écrivez votre job desk. Vous êtes 2 ou 3, dites exactement ce que vous faites, vos niveaux de responsabilité, les résultats attendus. Est-ce qu'on attend de vous des critères de succès? Quels résultats? Et définissez bien le contour de votre mission. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de responsabiliser une personne sur le rôle de general manager. Eh bien, si c'est le general manager, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est sa responsabilité opérationnelle, son rôle dans l'entreprise? Si une personne est VP Sales, quel est le contour de son travail? Et plus vous écrivez les rôles opérationnels, plus c'est clair et plus c'est évolutif dans le temps. Eh bien, merci beaucoup Foucault, c'était super intéressant. Merci Tanguy, à bientôt, bon courage à tous.